www.voiceofcongo.net. Hi, this is Natalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur, nabino, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et que Jésus sera à l'opéma, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ali power, et ali esika bato bazaba information ya malamu pe ya solo. L'India Voice of Congo, maman Voice of Congo, on a besoin de passeport, peut-être Voice of Congo, on a représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news en real time. Je démarre le chrono pour commencer cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre de partout en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde par la magie du satellite. Merci d'être fidèle à votre magazine Deux sons de cloche qui va aujourd'hui porter sur des questions essentielles qui bouleversent le macrocosme politique en République démocratique du Congo. Parmi ces questions, notamment celle que vous vous posez, celle de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir du séjour du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, quelques jours après, mais aussi si il n'y a pas élection dans le délai constitutionnel. Pour en parler sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons des épaules couronnées du monde politique congolais, mais aussi du monde scientifique. C'est pour vous édifier en profondeur sur toutes ces questions. Immédiatement, à ma gauche, le professeur Lapika, professeur à l'université de Kinshasa. Il est de l'opposition G7 pour le compte du parti ARC d'Olivier Kamitatou. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Lédor. Merci de répondre à notre invitation pour la deuxième fois consécutive dans le cadre de cette émission. À l'extrême gauche, M. Franck Diongo, président national du mouvement progressiste lumumbiste, député national. M. Franck, bonsoir. Bonsoir. Coordonnateur du Front Anti-Dialogue. Merci de nous honorer également pour la deuxième fois dans cette émission. Immédiatement à ma droite, l'ambassadeur Alain Atundou. Il est président de la Convention pour la démocratie et la République. Il est par-dessus tout porte-parole de la majorité présidentielle. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Merci, c'est encore la deuxième fois que vous venez dans cette émission. Merci de nous faire cet honneur. Et puis enfin, à l'extrême droite, professeur Noël Botakile, de la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Il est au cadre du Palou, allié au président de la République dans le cadre du gouvernement de coalition, du gouvernement de la majorité en place. Donc avec ces quatre personnalités, nous allons, mesdames et messieurs, essayer donc de creuser ces questions que vous vous posez et auxquelles vous allez peut-être, je l'espère, trouver des solutions dans le cadre de cette émission. Alors sur toutes ces questions que nous avons évoquées dans l'avant-propos, qui dit la vérité au peuple? C'est ça le thème de notre émission. Pour commencer, comme on le sait, Ban Ki-moon est parti de Kinshasa en marge du forum pour les investissements privés dans la région des Grands Lacs. De manière démocratique, qui va prendre la parole pour nous dire quelque chose en rapport avec le séjour du secrétaire général des Nations Unies? C'est vous qui dirigez le débat. Alors, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qu'on peut retenir du côté de la majorité? Qu'est-ce que Ban Ki-moon a laissé comme recette pour décrisper la situation politique au Congo? Bon, il n'a pas laissé de recette à proprement dit, mais son passage a eu l'avantage de mettre en exergue certaines évidences que certains voulaient cacher. Vous avez 3 minutes de temps de parole. À savoir que le président de la République est fondé à convoquer ce dialogue sur base de l'article 69 de la Constitution qui fait de lui le garant de la Constitution et de l'application des traités et accords internationaux. Deuxièmement, que le sujet retenu, à savoir le processus électoral, est bien un problème majeur dans la vie politique aujourd'hui parce qu'il risque d'hypothéquer la paix sociale, le fonctionnement normal de la démocratie et le fonctionnement normal des institutions. Enfin,
le problème du processus électoral n'est pas que technique. Si sur le plan technique c'est un problème, mais sur le plan politique c'est une question éminemment importante et qui convient aux hommes politiques de s'y pencher. Enfin, quatrième évidence, c'est que c'est nous les Congolais, les hommes politiques, qui devons trouver une solution aux problèmes qui se posent chez nous, même si nous pouvons compter sur la coopération internationale. Enfin, M. Edem Kodjo, le facilitateur désigné par l'Union africaine, est bien le facilitateur international qu'on attendait. Et pour cela, M. le secrétaire général a confirmé que M. Edem Kodjo jouissait de la confiance et du soutien de l'ensemble de la communauté internationale. Alors, la déduction qui doit être faite, c'est que, en réalité, après avoir levé toutes ces hypothèques, aucun leader politique de bonne foi ne peut plus ne pas répondre à l'appel au dialogue du chef de l'État et qu'il est temps que nous puissions faire le boulot politique pour lequel le pays attend beaucoup de choses de notre part. En deux termes, Monsieur l'ambassadeur, parce qu'il vous reste encore 1 minute 30 secondes, M. Edem Kodjo a reçu l'onction des Nations Unies pour continuer son travail et qu'on pêcherait à vouloir attendre un autre facilitateur que l'UDPS attendait. En tout cas, c'est mon entendement, parce que nous tous avons été reçu par M. Ban Ki-moon. En tout cas, il n'a pas dit à la délégation de la majorité présidentielle que, attendez, je vais désigner quelqu'un d'autre. Au contraire, il a recommandé à la classe politique congolaise de faciliter la tâche aux facilitateurs. A-t-il reconnu au président Kabila la prérogative de convoquer le dialogue national? Bien entendu. C'est par là que j'ai commencé. C'est une évidence. Sur base de l'article 69 de la Constitution, et même en tant que signataire de l'accord cadre, c'est lui qui doit garantir que les choses se fassent comme il se doit. Tant de paroles consommées. Monsieur Franck Diongo, vous êtes coordonnateur du Front Anti-Dialogue. Qu'est-ce que le peuple peut retenir des contacts que vous avez eus avec le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec la situation politique au Congo? 3 minutes de temps de parole. Je commencerai par saluer l'ambassadeur Atundo et le professeur Boutakile, un député de la ville de Kinshasa, dont les Kinois vont les regarder ce soir par rapport, d'une part, aux enseignements que le professeur Boutakile donne à l'université, et d'autre part, par rapport à l'électorat quinois, qui est très sévère au comportement des élèves. Répondez à la question. Ne le mettez pas dans une situation de faiblesse psychologique. Répondez à la question. Quant à la réponse à votre préoccupation, contrairement à ce que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, venait de dire, il sait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Malheureusement, je ne partage pas ce soir sa première intervention. Ce que le peuple congolais, dont je suis porteur d'attente et de revendications, a retenu, c'est le rendez-vous manqué, un échec diplomatique de la majorité au pouvoir. Et cela est traduit par un énervement du côté du président de la République. Il attendait du secrétaire général une position claire, alors que le secrétaire général était clair, oui au dialogue, mais dans le respect du délai constitutionnel. Alors que le président de la République n'attend qu'un dialogue dilatoire pour s'attribuer un 3e mandat. Donc, dès lors que le secrétaire général n'ayant pas souscrit, comme évidence l'énervement, le président de la République a organisé un dîner pour le secrétaire général des Nations Unies, mais le président s'était absenté. Il a refusé de participer au dîner que lui-même a invité son hôte. Sur le plan diplomatique, je suis en face d'un ambassadeur, c'était un incident diplomatique grave. Deuxième incidence par rapport à l'énervement, après le passage de les secrétaires des Nations Unies, qui était une opportunité, un honneur pour le pays de bénéficier de cette audience, que ce n'est pas la première fois qu'il venait. C'est que l'arrivée du représentant du gouvernement américain, du président Obama, le président de la République, dans cet énervement-là, ne l'a pas reçu. Ils ne se sont pas rencontrés. Donc le passage de Ban Ki-moon
a mis le désarroi, a créé le désespoir dans la majorité. Du côté d'Eden Kodjo, non, ce n'est pas l'ambassadeur qui va me contredire. Mais le président Kabila a envoyé Eden Kodjo pour négocier pour que le président angolais soit désigné facilitateur. Parce que Eden Kodjo est là pour les consultations, pour voir. Mais dans cet élan de désespoir, le président de Santos ne sera pas accepté dans cette logique de dialogue dilatoire. Donc il sera encore désavoué s'il acceptait. Voilà l'hésitation, bien entendu, par rapport à cela. Donc, au niveau de l'opinion publique, ce que le peuple reconnaît, c'est que le peuple a rejeté les dialogues dilatoires et qu'il y ait dialogue ou pas, le peuple congolais se prépare à avoir un nouveau président le 20 décembre 2016. Tant de paroles consommées. Professeur Botakile, votre analyse de la question en rapport avec le séjour de Ban Ki-moon, tout en précisant que vous êtes non seulement professeur d'université, mais aussi politique, même si par une tactique de la psychologie de la communication, comme on le dit, l'honorable Franck Diongo a voulu vous mettre dans une position de faiblesse psychologique. Exprimez-vous librement. Certainement pas, parce que l'honorable Franck sait, mon cher aîné, que aussi bien dans l'auditoire, dans la rue, que dans un plateau de télévision comme celui-là, j'ai mes propres convictions. Elles sont tellement profondes que ce n'est pas un rappel par rapport aux téléspectateurs qui pourraient me faire changer d'avis. Alors, je crois qu'il faut commencer par quelque chose qui me paraît anodine, mais pourtant à célébrer. À célébrer, c'est le courage des dirigeants de la RTNC et du gouvernement par-delà de faire de la chaîne mère un espace d'expression démocratique où librement nous pouvons discuter des questions d'État. Parce que j'ai aussi trop longtemps attendu que ce n'était pas le cas. Il faudrait que nous les soulignions pour que vos chefs, vos hiérarchies continuent dans ce sens. Merci. Les idées doivent se croiser pour que ceux qui nous dirigent et ceux qui font le contre-pouvoir perçoivent ce qu'il y a lieu de s'en tenir, surtout lorsque les évidences se sont dégagées. Alors, pour retourner sur la question, moi, je n'ai pas de commentaire à faire des déclarations d'un personnage, c'est vrai, officiel, le secrétaire général des Nations Unies, parce que, au fait, il s'agit de déclarations, vous les voyez déjà, à demi-mot, des prudences, que personne ne saura récupérer les effets dans tel ou dans tel autre sens. Mais ce que je vais souhaiter, c'est que de part et d'autre, que si ça inspire conseil, ça inspire, je vais dire, des motivations valables pour qu'on avance, eh bien qu'on s'en saisisse. Mais au-delà, les simples paroles, même venant d'un secrétaire général des Nations Unies, n'ont, comme l'a dit l'ambassadeur, pas trop d'effet. Pas trop d'effet parce que nous sommes dans l'époque du droit écrit. Il ne s'agit pas d'une résolution ou d'une recommandation des Nations Unies. Il s'agit d'un point de vue émis par le secrétaire général des Nations Unies. Nous prenons ça en compte, mais nous évoluons sur le fond parce que nous avons des problèmes auxquels il faut donner des solutions. Et nous sommes là pour ça. Merci. Une seule question. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies, parce que vous avez encore votre temps de parole, dit qu'il faut aller au dialogue et respecter les délais constitutionnels, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction où diplomatiquement il n'a pas voulu frustrer ni l'opposition ni la majorité parce que, en âme et conscience, et d'après les rapports techniques lui fournis par ses services, il s'avère que ce n'est pas possible d'organiser les élections dans le délai? Pas du tout. Mais je l'ai dit que le secrétaire général des Nations Unies, à ce stade, ne peut que marcher sur les œufs. Il fait une déclaration à demi-mot. Il est d'accord pour les dialogues. Il est tout aussi d'accord pour le respect de la Constitution. C'est-à-dire, il nous met devant nos responsabilités. Donc, si le dialogue peut nous permettre de bien appliquer la Constitution, il est avec nous. Et si le dialogue débouchera au respect de la Constitution, c'est tout ce qu'il demande. Et ce n'est pas ce que nous demandons non plus. Donc, du côté
de la majorité au pouvoir, nous pensons, et nous allons y revenir, que si on pouvait discuter de certaines questions qui semblent être difficiles à aborder et qui ne nous permettent pas de respecter la Constitution, si ces questions pouvaient faire l'objet de débats déjà à ce stade, ce serait bien. Mais s'il n'y a pas adhésion, c'est que nous serons dans l'autre alternative, c'est que nous évoluerons jusqu'à affronter ces évidences qui semblent être aujourd'hui contournables si les gens discutaient. Et à ce moment-là, le pays pourra être géré dans la perspective des effets qu'attendent l'autre côté qui ne voudrait pas du dialogue. Tant de paroles consommées avec voilà. 10 secondes c'est supplémentaires que je vais faire bénéficier aux autres co-débatteurs. Professeur Lapika, vous avez 3 minutes, 10 secondes. Bien, par rapport à la même question. Oui, c'est la même question. Au G7, comment a-t-on perçu l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies et qu'est-ce que vous en avez retenu? Je dois avouer que je n'ai pas eu la chance de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, donc je ne peux émettre qu'une opinion par rapport à ce que j'ai entendu. Oui. Pourquoi vous n'avez pas voulu le rencontrer? Parce que le G7 ne voulait pas le rencontrer. Non, le G7 l'a rencontré, oui. J'ai dit au plus haut niveau. Oui, au plus haut niveau. Oui. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Oui. J'ai suivi les propos des collègues qui l'ont rencontré et j'ai retenu 3 choses importantes. C'est que le passage du secrétaire général a suscité beaucoup d'intérêt pour le peuple congolais. Qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, eh bien, ce passage est un passage d'espoir. Mais je constate, c'est la deuxième chose, que les Congolais restent toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent jamais à capitaliser les bons offices. Et je me rends compte que les politiques n'ont pas capitalisé le passage du secrétaire général. Particulièrement la majorité. Pourquoi cela? C'est la troisième chose. C'est que le secrétaire général est au courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui se passe en RDC. Il est au courant qu'il y a entre l'opposition et la majorité qu'il y a un dialogue dessous. Et il propose une voie de sortie. La voie de sortie, c'est quoi? C'est à la fois dire aux uns que le dialogue est important, il faut y adhérer, mais en même temps dire aux autres que le dialogue ne doit plus être celui qu'ils avaient conçu, qu'il faut recadrer le dialogue. Alors je m'attendais de part et d'autre, et je crois que du côté de l'opposition du G7, cela a eu lieu, qu'ils ont adhéré à cet appel. Vous avez même proposé des négociations directes. Oui. Mais du côté de la majorité, je m'attendais à ce que le président de la République prenne une autre ordonnance pour requalifier le dialogue. De manière justement à faire venir l'opposition. Y compris le G7. Y compris le G7. Et nous continuons à attendre. Alors, vous avez proposé une idée de négociation directe. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Bien. Même si au sein de l'opposition, votre prise de position a été récusée. Non, je ne pense pas qu'au sein de l'opposition, notre prise de position a été récusée, mais la prise de position a été sans doute mal interprétée. Mais maintenant, les choses sont clarifiées. Lorsque nous parlons de négociation directe, en fait, nous pensons que le problème, c'est de mettre sur la même table et l'opposition et la majorité d'abord. Sans la société civile. La société civile va venir. Va venir. Mais le grand problème, sont les acteurs politiques qui doivent adhérer à un schéma de négociation consensuelle, ce qui n'est pas encore le cas. On ne peut pas convoquer un dialogue lorsque il n'y a aucun consensus. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons tenu la première émission avec vous ici, je vous ai dit qu'aussi longtemps il n'y aura pas de consensus, il n'y aura jamais de dialogue. Il n'y aura qu'un monologue. N'est-ce pas? Vous vous rappelez encore? Eh bien, je crois que maintenant, là, le secrétaire général nous a donné l'opposition aux uns aux autres de déboucher sur ce consensus
est de requalifier le dialogue, de le reconvoquer sur des bases nouvelles. Tout à fait. Alors, par rapport à cette question des négociations directes, je vais donner à chacun 1 minute 30, 1 minute 30 avant d'aborder la deuxième principale question de l'émission. Ambassadeur Alain Toundou, comment vous avez perçu l'idée émise par le G7 des négociations politiques directes, même si au départ ne semblait pas prendre en compte la société civile, mais là nous avons quand même une mise au point essentielle. 1 minute 30 de temps de parole. C'est un peu une façon intelligente de G7 de botter en touche une réalité constitutionnelle qui s'impose, à savoir que c'est le président qui est fondé à convoquer et qui doit venir au dialogue sans condition et sans préalable. Mais revenons aux déclarations de M. Ban Ki-moon. Je crois que c'est l'opposition qui n'a pas compris. Eh bien, M. Ban Ki-moon a procédé par la méthode maïeutique pour nous faire comprendre que la solution est en nous-mêmes. D'abord, il appelle au dialogue. Tout le monde doit aller au dialogue. Pourquoi? Pour débattre de problèmes dans le respect des délais constitutionnels. Est-ce possible? Eh bien, c'est à nous, dans ce dialogue, de découvrir si ces deux impératifs ou si ces deux exigences sont compatibles et réalisables. D'accord. Ne rejetons pas la balle à M. Ban Ki-moon. C'est à nous, c'est à la classe politique d'être lucide et de dépasser certaines frustrations peut-être légitimes. On reviendra à vous. Monsieur Franck Diongo, les négociations directes proposées par le G7, visiblement, n'ont pas rencontré écho favorable au sein du reste de l'opposition. Pourquoi? Avec M. Kabila, il n'y a rien qu'on pourra négocier à 8-9 mois de son départ. L'ambassadeur Atoundou venait de dire quelque chose dont j'ai les documents pour les contredire immédiatement. Comme les dialogues est dilatoire pour s'attribuer un troisième mandat, la même chose, l'appel d'offres de la CENI, que je demande à tout le monde de voir, dont je vais donner, si on tenante, une copie au professeur Boutakile et son excellence l'ambassadeur Atoundou, pour montrer la complicité de la CENI et de la majorité au pouvoir pour s'octroyer un troisième mandat. Donc, l'histoire de négocier avec M. Kabila et sa majorité, on ne peut pas négocier le respect d'une loi. Il n'y a ni négociation, ni dialogue. Ça, c'est l'opinion de la majorité du peuple congolais. On revient. Permettez-moi de on revient, monsieur Franck Diongo. Très officiellement, à monsieur l'ambassadeur, les documents qui prouvent que on va revenir à vous. Alors, professeur Boutakile, par rapport aux négociations directes, vous avez débordé les 30 secondes, je donne aussi 2 minutes. Très bien. d'1 minute 30, et les deux autres vont en bénéficier aussi. Allez-y. Moi, je voudrais souligner 3 évidences pour rencontrer votre préoccupation. La première, c'est que les gens se réaliseront que s'il est vrai que nous ne sommes pas en mesure d'avoir des élections avant la fin du mandat du président de la République, s'il est vrai, si c'est objectif, eh bien, les dialogues, nous l'aurons avant la fin de son mandat ou après son mandat. Même l'Haïti, la situation extrême, qui a attendu ces élections jusqu'aux dernières minutes, a eu son dialogue après la fin du mandat parce qu'il n'y a pas une autre voie pour dégager un consensus qui permette à l'État de survivre. Ouais. Ça, c'est une première évidence. La deuxième évidence, c'est que n'attendez-vous pas que chaque jour, quelqu'un vous donne son point de vue par oui ou par non. Le G7 a fait foi au dialogue, mais dans un format qu'il propose. Et pour nous, c'est une avancée. Une avancée parce que, pour la majorité, je pense, le format de G7 n'est qu'un compartiment, n'est qu'un des compartiments des problèmes que nous pouvons résoudre. Et donc déjà, c'est un acquis, il faudra travailler dedans. Et pour les autres, je m'imagine qu'ils ne sont pas du tout contre les dialogues. Mais ils veulent bien d'une formule
qui ne soit pas celle que le chef de l'État a utilisée. Ceux qui sont aussi d'accord pour les dialogues. Pensez qu'il faut les écouter et nous aussi. pouvons bien voir dans ce qu'ils pensent, ce qu'il y a lieu de faire pour que nous harmonisions et arrivons à discuter pour dégager une issue au problème qui est nôtre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la question suivante. Je vais inverser l'ordre des questions. Je commence par la dernière question, qui devait être la deuxième. On va revenir sur l'élection des gouverneurs, chemin faisant. Comme ça vous permet de développer la pensée que vous avez évoquée tout à l'heure. Mais je commence par le professeur Lapika. Alors, en rapport avec ce qui doit arriver à l'échéance constitutionnelle, en ce qui concerne l'élection présidentielle, les élections législatives, vous avez estimé, vous, G7, qu'il faille tirer la jurisprudence en Haïti. Est-ce que vous avez des arguments juridiques qui vous permettent de suggérer une telle proposition au Congo dans un contexte tout à fait différent? Bien. L'argument juridique, c'est la Constitution. Lorsque on se détache des débats partisans, on doit se rendre à l'évidence que nous sommes, ou que nous serons devant une impasse. Telles que les choses évoluent, nous serons devant une impasse. Comment ça, professeur? L'impasse sera que si la majorité persiste dans le schéma qui est le sien, nous arriverons au 20 novembre, il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est le schéma de la majorité. Auquel cas, nous allons nous retrouver avec un président de fait, mais qui aura perdu toute légitimité. Du côté de l'opposition, le schéma est clair. Il doit y avoir des élections. Mais l'opposition n'a pas les moyens légaux pour organiser ces élections. L'opposition comptait sur la CENI, mais aujourd'hui, tout le peuple congolais se rend à l'évidence que la CENI ne joue pas le jeu de la neutralité, que la CENI fait le lit de la majorité. La conséquence, c'est quoi? C'est que nous allons nous retrouver au 20 novembre avec le président, 20 décembre. Le président Kabila toujours en place, parce qu'il n'y aura pas d'élection, avec comme arrière-pensée qu'il doit attendre le président élu, qui ne sera jamais là. Jamais. Il ne sera jamais là, puisqu'il n'y aura pas d'élection. Donc ça signifie qu'il demeurera jusqu'à l'éternité. Alors nous disons que cette approche-là est une approche risquée pour ce pays. C'est une approche risquée. Il faut chercher une voie de sortie. La voie de sortie, c'est de rappeler à la majorité que si au 20 décembre, il n'y a pas élection, le président actuel doit accepter une autre transition où il y aura un autre président qui sera chargé d'organiser les élections, puisque nous aurons tous constaté l'incapacité du gouvernement actuel, du pouvoir actuel, à organiser des élections. Et ce président viendrait d'où, selon vous, et à la lumière de la Constitution? Si nous devions nous référer à la Constitution, les règles sont clairement établies. Qui peut assurer la vacance d'un président aujourd'hui? Ce serait le président du Sénat, qui malheureusement... Lui-même illégitime parce que... Oui, lui-même illégitime. Voilà pourquoi nous préconisons un président intérimaire. Est-ce qu'il faut le désigner maintenant? Je dirais, ça, c'est une question importante qui nécessite justement des négociations. Voilà pourquoi nous prenons des négociations pour
résoudre déjà ces questions qui nous attendent demain. 4 minutes de temps de parole. L'ambassadeur Alain Atundou, porte-parole de la majorité, votre réplique. La proposition d'un président intérimaire, au regard des dispositions pertinentes de notre Constitution, ressemble plutôt à un charabia juridique. Tous les cas de figure sont connus. Lorsque les élections ne peuvent s'organiser en temps dû, et donc le président en exercice doit attendre qu'il se trouve en face d'un président élu pour lui remettre le pouvoir, eh bien c'est l'article 70 de la Constitution qui le dit. À peu près, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça, il n'y a pas de magie à cela. Deuxièmement, en cas de vacances, c'est l'article 76 qui organise la vacance. Et ce n'est pas à n'importe qui de constater la vacance. C'est le gouvernement qui saisit la Cour constitutionnelle qui déclare la vacance avec toutes les modalités. Et donc, amener le président de la République, prétendre que le président de la République doit quitter ses fonctions parce qu'il n'est pas en présence d'un chef d'État élu, eh bien, c'est une voie de fait démocratique. C'est vraiment incongru de le penser. Et raisonnablement et sérieusement, il ne faut pas prendre ça en compte. La Constitution a prévu tous les cas des figures. Eh bien, appliquons la Constitution. C'est cela aussi le respect intégral de la Constitution. Ok. Du côté du mouvement lumumbiste, progressiste, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on pense de cette question? Cette lecture erronée 4 minutes de temps de parole de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Atundou, qui est rejeté par l'opinion publique et par tous les scientifiques ou tous les intellectuels scientifiquement honnêtes et probes. L'ambassadeur Atundou a été avec moi au dialogue intercongolais. Parce que l'actuelle constitue pour matrice l'accord global inclusif, dont nous sommes signataires. Professeur Lapika a été également député pendant la transition, donc il a été co-rédacteur de l'actuelle constitution comme moi. Donc là, j'interviens comme co-rédacteur de l'actuelle constitution. L'article 70, je dois mettre une mise au point par rapport à une confusion progressive dans l'opinion. La volonté, l'esprit et la lettre du législateur. Première mise au point. Il faut séparer la fin du mandat du président de la République et le processus électoral. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et c'est une même résolution, une résolution du dialogue intercongolais. L'ambassadeur nous reconnaît. On ne négocie pas, on ne discute pas, c'est l'esprit et la lettre de la loi. Et comment le pays va fonctionner? Deuxième élément, les processus électoraux. C'est là la confusion. Je vais revenir. Je suis dans mes 4 minutes. Comment le pays va fonctionner? Je suis dans mes 4 minutes. Oui. Les processus électoraux maintenant. Est-ce que s'il n'y a pas élection, M. Kabila reste? Non, monsieur. L'article 70 ne produira pas d'effet juridique si les élections n'ont pas été organisées. Parce que dans ce même article, l'esprit et la volonté du législateur, les scrutins doivent être convoqués 90 jours avant. Première exigence. De 2, c'est-à-dire à partir du dépôt du dossier, jusqu'à l'organisation des élections, jusqu'au dépouillement, jusqu'à connaître le nom du nouveau président, à ce moment-là, si on a le nom du nouveau président, là, le président en fonction attend. C'est dans cette hypothèse-là que l'article 70 produit des faits juridiques. Mais dans les cas où le scrutin n'a pas été convoqué, dans les 90 jours, les élections n'ont pas été organisées, la Constitution n'a pas dit, Ludor, que le président reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Non.
jusqu'à l'installation effective. C'est là la confusion et la malhonnêteté, l'interprétation erronée. Ils veulent faire croire à l'opinion publique que rester jusqu'à l'élection du nouveau président, c'est la même chose que rester jusqu'à la mise en place effective du président élu. Non. L'article 70 ne produira d'effet juridique que si le scrutin a été convoqué, on connaît le nom du président, les élections ont déjà eu lieu. Là, ça produit les effets juridiques. Dans les cas de figure où il n'y a pas eu de convocation du scrutin dans les 90 jours, il n'y a pas eu élection, on ne connaît pas le nom du président, nous tombons dans l'article où il y a un empêchement définitif. Tout autre empêchement. Donc le président Kabila qui est dans ce... Je repose la question, comment le pays va fonctionner si tel est le cas? Je vais terminer. Allez-y, allez-y. Donc le président Kabila qui n'a plus la possibilité de président, il est deuxième et dernier mandat. Nous n'avons pas prévu avec le président Tundu dans la Constitution des mécanismes compensatoires s'il n'y a pas élection. Donc le président Kabila doit partir et partira. Ça c'est compris. Ça c'est compris. Mais comment le pays va fonctionner? Le pays va fonctionner, monsieur. Le pays va fonctionner. D'ailleurs, dans la question de saisir la Cour constitutionnelle pour constater la vacance. Mais qui est le chef du gouvernement? C'est monsieur Kabila. Donc, le premier ministre qui est là, il ne peut rien décider comme chef du gouvernement, ça l'aval de son chef. Donc, je vais vous donner 30 minutes. Logique. Oui, parce que vous avez déjà épuisé le temps de parole. Je dis que jusque-là, vous n'avez pas encore proposé la piste de solution quant à la façon dont le pays va fonctionner. Le peuple souverain s'appropriera de son pouvoir. C'est ce qu'on appelle le gouvernement de la populace. Comment le peuple va gérer le pays? Alors, le peuple va s'approprier de son pouvoir. Et vous allez voir que le peuple est souverain. Éclairage technique d'un professeur de droit administratif, Noël Botakile. Voudrez-vous départager ce point de vue? Oui, je voudrais souligner qu'il s'agit d'un professeur des droits publics. 4 minutes, 10 secondes. Professeur des droits publics. Professeur de droits publics. Les droits administratifs n'étant... Parce que vous avez écrit un précis des droits administratifs que j'ai lu. Ce n'est qu'un des compartiments. C'est ça qui est dans ma tête. Allez-y. Oui. Parfait. J'ai lu votre ouvrage. Alors, lorsque je suis les acteurs politiques actifs autour de ces plateaux, je constate comme vous que nous avons des problèmes sérieux pour lesquels il faut discuter. Et je viens de rappeler ici qu'avant la fin du mandat ou après la fin du mandat du président de la République, la discussion s'imposera. Même pour que le peuple, dans l'hypothèse extrême qu'avance mon collègue Franck Diongo, du gouvernement de la populace, même pour que le peuple se choisisse, c'est lui qui devra faire l'intérim de facto, il faudra discuter. Dialoguer. Parce que chacun de nous, comme population, comme individu, est doté du pouvoir souverain qu'il doit déléguer à un délégué pour que celui-là agisse en son nom. Donc, la discussion s'imposera d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, je ne veux pas aborder la question telle que nous le faisons tout à l'heure là. Je mets plutôt en face 3 paliers, 3 étapes qui nécessiteront toutes, s'il est faut, des discussions de n'importe quel niveau pour que nous arrivions finalement à une solution qui permette à chacun des Congolais de vivre en paix dans son pays. Première étape, c'est que nous sommes dans les 5 ans du mandat du président de la République. Et dans les 5 ans, il faut veiller à ce que 92 jours avant que nous ayons l'élection d'un nouveau président de la République. S'il y a révision du fichier électoral, d'après la CENI. S'il vous plaît, je ne voudrais pas faire les commentaires de la CENI, parce que la CENI sait que dans les 90 jours, si elle n'a pas convoqué l'électorat, tout acte qu'il pose après sera irrégulier. Et même pour ça, il faudra que nous puissions nous concerter pour trouver une formule pour permettre à la CENI, si l'évidence est telle qu'elle ne saura pas nous donner les élections dans les 90 jours avant la fin du mandat du président, il faut que nous discutions. Donc, dialoguer. Voilà. Pour donc, que le peuple comprenne. Alors, je rentre dans ces paliers. Alors, 2 hypothèses. Le président, comme son style de gouvernement le démontre, il est large,
il est docile et il aime discuter. Il dit, je veux bien que les acteurs politiques avec moi, avec ces évidences techniques et conjoncturelles, mon gouvernement, avec la CENI, ne sauront pas nous donner des élections. Je souhaite que nous en discutions pour qu'avec vous, pas forcément pour que nous trouvions comment je peux demeurer éternellement, comme l'a dit quelqu'un ici, mais peut-être que de votre côté, vous avez des atouts pour que nous trouvions une idée qui permette à ce que ces élections puissent se dérouler dans les délais constitutionnels. Il est peut-être de bonne foi. Nous croyons qu'il est de bonne foi. Et il veut ces dialogues-là. Et ces dialogues, l'ambassadeur l'a dit, l'article 69 de la Constitution, alinéa 3, lui donne le pouvoir de les convoquer. Parce que cette disposition dit qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Donc il doit toujours s'assurer que chacune des institutions est à sa place pour qu'il y ait plus de cohésion, plus d'unité, plus de paix dans la République. C'est son rôle. Donc il peut bien entrevoir la possibilité d'asseoir les acteurs politiques pour que la crème d'intelligentsia républicaine de la République permette à ce que nous puissions aller plus vite. Il peut aussi, s'il était un président beaucoup plus costaud, je veux dire, qui croyait à l'impérium qu'il a, il pouvait aussi décréter un état d'urgence électorale. Ce n'est pas exclu. Parce que lorsqu'une situation menace les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics, encore lui, il a la possibilité de décréter un état d'urgence électorale, c'est-à-dire prendre des mesures exceptionnelles, ordonner les mesures exceptionnelles qui peuvent aller dans le sens de nous priver d'une partie, par exemple des ressources budgétaires, on diminue les salaires, etc., et on alloue les fonds nécessaires pour que la CENI ait tout ce qu'il faut. Il peut aller jusqu'à faire réquisitionner les matériels des privés, des particuliers et autres, et nous pouvons arriver au 20 décembre à avoir élu le président de la République. Les deux hypothèses sont à sa portée. On ne parle pas des députés nationaux. J'ai dit tout le monde. Ouais, exact. Les gouvernements peuvent décider de faire renoncer d'une partie des rémunérations, des émoluments, etc., parce que l'État est en danger. Mais vous savez, ça c'est une grosse mesure impopulaire qui ne tente pas probablement le président de la République. C'est la première hypothèse. Donc, dans l'un ou dans l'une ou dans le deuxième cas, il faudra tout de même un espace de consensus pour que nous ayons ces élections. La deuxième étape, et là je vais aller très vite. Je vais donner le temps supplémentaire aux autres. Je suis en train de chronométrer ici. Allez-y. C'est que, on n'a pas les élections parce que la CENI, techniquement, objectivement, ne peut pas nous la donner avant la fin du mandat du président de la République. Et que l'autre alternative d'impérium de puissance publique, on n'active pas. Et à ce moment-là, nous arrivons à la fin du mandat. Évidemment, le dernier jour de la 5e année du mandat, la situation n'est pas la même que celle que nous avons connue plusieurs jours avant, dans les 5 ans du mandat. Le président de la République, juridiquement, n'aura pas les atouts pour gouverner la République. Et donc, si un président était élu, la Constitution lui donne dans les 10 jours la possibilité de continuer à administrer la République pour l'installer. Mais ici, lorsqu'on n'aura pas, comme l'a dit le collègue Franck, lorsqu'on n'aura pas élu notre président, cette hypothèse sera écartée. Et donc, nous risquerons de tomber dans l'hypothèse d'un vide institutionnel où, normalement, un président intérimaire pouvait gérer. Or, notre intérimaire, le président du Sénat, a disparu depuis 2012 avec la fin du mandat du Sénat. Donc, on n'a pas un président à même constitutionnellement de revendiquer l'intérim. Donc, c'est une impasse réelle. Nous serons dans un vide institutionnel. Et pour ce vide institutionnel, et pour la difficulté d'avoir les élections dans le délai, il est souhaitable que nous prendions le moindre mal.
C'est-à-dire trouver un compromis qui permette soit de régler cette question d'élection avant la fin du mandat, le dialogue s'impose, soit nous risquerons d'attendre jusqu'à ce que cela arrive pour que finalement le dialogue s'impose. Parce que même au-delà du 20 décembre, chers collègues Franck, chers téléspectateurs, la continuité des services publics de l'État en dehors de la Constitution fera du président qu'il sera dans l'obligation de continuer à gérer la République en vertu des principes généraux, parce que l'État ne s'arrête pas. Il n'aura pas juridiquement, je vais dire constitutionnellement, le pouvoir de les faire, mais en vertu de la continuité des services publics, n'importe quel animateur des structures étatiques reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Mais ce sera une situation de fait qui va donner lieu à des discussions, à des tiraillements dont il faut trouver la possibilité de la capitaliser pour trouver une solution définitive qui arrange tout le monde bien plus tôt. Voilà. Et donc, c'est ce que je dis, même après la fin de son mandat, puisqu'il devra gérer les affaires courantes, il ne va pas laisser la République dans la rue, nous discuterons pour trouver la formule qu'il faille de manière soit à le confirmer comme intérimaire pour connaître ces élections, soit de manière à trouver quelqu'un d'autre comme intérimaire pour permettre à la République de ne pas sombrer, de ne pas rester dans la rue. Donc le dialogue s'impose en amont tout comme en aval. Pour que nous puissions ensemble définir l'avenir de la République. Tant de paroles consommées. Je donne la parole au professeur Lapika par rapport à ça. Bien. La première partie de l'exposé de mon collègue est pertinent. Par contre, la deuxième partie, ce par quoi il a chuté, je ne peux pas y adhérer. Lorsque quelqu'un a eu une mission précise de conduire le pays vers les élections, lorsqu'il n'arrive pas à conduire le pays vers les élections, vous allez lui donner quel... Est-ce que c'est lui ou c'est la CENI? Mais c'est qui gère les structures de l'État? Qui a les prérogatives des structures de l'État? Nous sommes en face d'une incapacité du gouvernement actuel à organiser les élections. Et vous dites, bon, vous pouvez continuer. Vous êtes incapable, mais alors continuez dans votre incapacité. Mais c'est un suicide, monsieur Louis-Dor, c'est un suicide. Nous ne pouvons pas accepter de conduire ce pays vers le suicide. Et c'est pour cela que face à cette impasse, nous devons déboucher sur un compromis politique. Il faut un compromis politique. Et ce compromis politique, nous pouvons l'avoir par des négociations directes. Des négociations directes. Pour moi, c'est la seule voie de sortie aujourd'hui. Si nous sommes conscients que... Là, vous rejoignez le professeur Botakile. C'est pourquoi j'ai dit la première partie de sa démarche. Elle était cohérente. C'est la deuxième partie qui n'est pas bonne. Là où il pense que, par le principe de la continuité des affaires, il faut laisser un gouvernement incapable de continuer à gérer les affaires, c'est-à-dire nous conduire vers le suicide. Mais à la place, on mettrait quoi? Si ce gouvernement-là disparaît et ses animateurs, ça serait le gouvernement de la populace ou... Non, nous ne sommes pas vers le choix. Le compromis politique issu des négociations politiques va nous présenter une formule que nous ne pouvons peut-être pas... Aujourd'hui, chacun de nous a une théorie. On peut lancer toutes sortes de théories, mais je crois qu'il faut se mettre ensemble pour dégager une voie de sortie qui soit consensuelle. Tout à fait. Alors, professeur, parce que vous êtes encore dans votre temps de parole, mais ceci revient bien entendu au conseil que Ban Ki-moon a donné à toute la classe politique congolaise en disant qu'il ne faut pas suivre l'exemple de la Libye et de la Syrie, et qu'il faut anticiper le mal par un dialogue. Mais au G7, nous avons dit qu'il faut ces négociations-là, mais dans le respect de la Constitution. C'est-à-dire que c'est faisable. Ce que nous attendons
de la part de nos amis de la majorité. Donc ce sont eux qui n'ont pas encore fait le pas, si je comprends. Oui, ils n'ont pas encore fait le pas. Ils doivent requalifier leur dialogue. Ambassadeur Atundu, est-ce que vous avez encore à dire? Sinon, vous allez récupérer votre temps de parole par la suite, parce qu'il faut qu'ils réagissent. Je comprends que le G7 veut dialoguer, mais la majorité traîne à faire le pas, c'est ça, en d'autres termes. Le G7 veut des négociations. Même si vous venez de la majorité, oui. Le G7 veut des négociations. Direct. Mais c'est le même mot. Non, c'est pas la même chose. C'est pas le dialogue, la même chose. C'est pas la même chose. Donc vous voulez dialoguer directement entre majorité et opposition? Pour nous, au G7, lorsque nous parlons de négociation, nous avons un contenu, c'est de sauver ce pays aujourd'hui. Mais lorsque les autres, nos amis en face, parlent de dialogue, c'est pas pour sauver le pays, c'est pour se sauver eux-mêmes. Parce qu'ils veulent continuer à drainer le pays vers le suicide. D'accord. Ambassadeur Atundu, vous voulez vous sauver vous-même? C'est une provocation à laquelle je ne vais pas céder. Je voudrais rentrer à l'essentiel. Monsieur l'honorable Franck Diongo a dit qu'il est co-rédacteur de la Constitution et donc il nous a étalé sa théorie et ses explications. En la matière, ces explications n'ont aucune autorité. Parce que la promulgation de la Constitution fait de la Cour constitutionnelle le seul organe, la seule institution compétente en matière de constitutionnalité de loi. Et donc c'est un point de vue d'un homme politique qui ne devrait avoir aucune incidence sur le comportement légal de notre Constitution. Donc vous demandez aux téléspectateurs d'oublier? Non, ils doivent être vigilants. Parce que j'ai comme l'impression que dans ce débat, certains voudraient amener de la confusion. Et nous voudrions éclairer l'opinion pour qu'à la fin du débat, ils puissent avoir les moyens intellectuels et les éclaircissements nécessaires pour se décider. Deuxièmement, la théorie du vide juridique en cas de non-élection, je crois que c'est plutôt une thèse. Une thèse qui me semble une approche contestable. Au regard de notre Constitution, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une sorte d'hérésie constitutionnelle, mais quelle est la ratio legis de l'article 70? C'est justement d'éviter le vide au sommet de l'État. Alors, lorsque le cas se présente, on se fait le plaisir d'ignorer ces dispositions pertinentes du Constituant. On ne peut l'accepter, et c'est une hérésie constitutionnelle. La finalité du G7 et de la dynamique, c'est de prendre le pays en otage, de quitter le débat inclusif, parce que la vie politique congolaise n'est pas que constituée de la classe de l'opposition de la majorité. Les acteurs de la vie politique congolaise, c'est la majorité, l'opposition et la société civile. Voilà pourquoi on parle d'un dialogue inclusif. Alors de là à parler d'un aparté qui ressemblerait à une sorte de combinationné, je crois que politiquement c'est pas correct et moralement insoutenable de la part de quelqu'un qui recherche l'intérêt majeur et fondamental de notre démocratie et de notre pays. Honorable Franck Diongo, nous tendons vers la fin de l'émission. Si le temps nous le permet, on peut parler des gouverneurs. Sinon, on va s'arrêter par là, on peut y consacrer notre émission. Alors vous, visiblement, le schéma que vous préconisez, c'est un schéma chaotique. Mais alors, s'il y a chaos, s'il y a mort d'homme, parce que vous estimez que le président Kabila ne peut pas aller au-delà, même s'il y a dialogue, vous allez régner sur les cadavres. Parce que l'opposition, vous aspirez aussi à gouverner. Je commencerai par saluer la lucidité et le courage politique et scientifique je vous en prie, des professeurs Boutakile et que les étudiants et l'opinion publique retiennent. C'est moi qui modère les débats. Vous m'avez donné la parole. Ne donnez pas les points, c'est le public. Voilà, l'émission, je ne conclue jamais cette émission parce que le public saura qui dit la vérité. Ne donnez pas de points, je vous en prie. Il va parler. Je vais mettre une mise au point encore. Il n'y a pas impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il est question d'une action planifiée et organisée pour détruire et liquider le pays. Je peux reposer ma question? Je suis en train de partir, je reviens. Oui. Parce que j'ai attendu les prétextes de mise.
qu'il n'y a pas possibilité d'avoir les élections dans la durée constitutionnelle, dans les délais constitutionnels. L'appel d'offres ici, dont j'ai donné les études critiques à tout le monde, y compris à la majorité, la copie que j'ai donnée au président Tundu, c'était une copie que j'ai donnée officiellement à la majorité, de démontrer que les analyses de Franck Diongo sont fausses. Je l'ai donné officiellement. Et ça, c'est l'appel d'offres que la CENI a fait jonction avec le gouvernement, un complot contre le pays, pour montrer qu'il n'y aura pas élection dans la durée constitutionnelle. Alors que dans la page 48, la CENI la met dans les sacs. 60 jours, c'est la durée de tout l'enrôlement. Vous, Congolais. Document de la CENI. Alors que M. Nanga crie partout 13 à 17 mois. Premier argument. Deuxième argument. L'honorable Botakile, les professeurs Kapika sont des députés avec nous. Ils ont vu que l'année 2014, le gouvernement a décaissé plus d'1 milliard de dollars, soit 960 milliards de francs congolais, pour exécuter des projets qui ne sont pas dans le budget. Et pour les élections, les Congolais, je répète, je vous avais déjà montré le document. Oui. Le professeur Botakile ne peut pas nier ça. Il a vu les rapports de la Cour des comptes. 960 milliards de francs congolais. Vous avez dit ça dans l'émission passée. Plus d'1 milliard de dollars. Oui. Ils ont trouvé ça, ils ont exécuté des projets qui ne sont pas dans le budget. Très bien. Mais pour les élections, le gouvernement n'a pas l'argent. Il n'y a pas de négociation avec les ennemis de la Ça va se faire comment? Expliquez-nous comment ça va se faire. Le peuple s'appropriera de son pouvoir et ceux qui ont refusé d'avoir des élections tireront les conséquences. C'est tout. On va tendre vers la fin. C'est comme de l'absence Ambassadeur Atundu, par rapport ce n'est pas comme des moyens. Oui, par rapport à... Il y a de l'argent. Oui, c'est le professeur Botakile plutôt. Et puis l'ambassadeur Atundu va répondre par rapport à cet appel d'offres parce que le document lui a été remis. Je ne sais pas s'il a eu le temps de parcourir l'exposé des motifs, s'il y en a. Très rapidement, parce que nous tendons vers la fin. Professeur Botakile. Je pense que un collègue a dit qu'il ne m'a pas bien compris dans la deuxième partie de mon intervention tout à l'heure. Je comprends. Ce n'est pas parce que c'est la première fois qu'une idée jaillit qu'on peut ne pas l'intégrer. Il y a deux natures de statuts qui doublent ou dédoublent le président de la République. Le président de la République est une institution et en tant que tel, il est politique, il a un mandat politique qui peut expirer dans 5 ans et il le perdra. Mais au-delà de ça, il est chef de l'administration. Chef de l'administration de la République au sommet. C'est le premier administratif au sommet. Et c'est en tant que premier administratif au sommet, il survivra à son mandat politique, pas pour lui, pour le besoin du fonctionnement de la continuité de la République. À ce moment-là, nous sommes dans le régime des affaires courantes, ce n'est plus sa politique qu'il appliquera, etc. J'ai dit que c'est une situation constitutionnellement difficile à assumer, et lorsqu'il n'y a pas consensus, ça peut nous amener dans les tiraillements. Donc il ne s'agit ni d'une situation atypique, mais les droits tout prévus. Lorsque vous n'avez pas la situation dans la Constitution, les droits vous les avez dans les autres corps de normes qui accompagnent la Constitution pour le bonheur et la paix dans la République. Mais quoi qu'il en soit, chers collègues, chers compatriotes, je les ressouligne, et pour nous-mêmes, proches de la famille du président de la République, nous devons voir la situation de près et avec toute lucidité. Les dialogues, c'est la formule consacrée. Nous pouvons discuter de la forme, nous pouvons discuter du contenu, mais il faut que nous les ayons, ne fût-ce que pour aller dans un tel espace, démontrer à la CENI sa turpitude. Et si dans le meilleur délai, nous pouvons changer les hommes qui sont à la CENI parce qu'ils ne sont pas à la taille, pour que nous ayons ces élections dans les délais, on peut toujours y aller. Moi, je ne suis pas dans les tabous.
je n'aime pas non plus les dogmatismes, parce que cette république a tout ce qu'il faut pour qu'il fasse beau vivre pour chacun de nous ici, et nous comptons accompagner le chef de l'État, qui est l'institution, au sommet, parce qu'avec lui, nous, l'Assemblée nationale, nous disparaîtrons. Je crois que les collègues le savent. Parce que nous, lorsque notre mandat arrive à la fin, nous ne sommes pas l'administration, nous cessons d'exister automatiquement. Alors pour que tout cela soit réglé, il faut que nous discutions. Voilà. Très bien. Et le plus longtemps possible. Je prends professeur Botakile, on va peut-être terminer avec l'ambassadeur Alain Toundou parce que je dois croiser le débat. Professeur, visiblement à la CENI, il y a un problème. Ça veut dire aujourd'hui que même si on mettait Jésus-Christ à la tête de la CENI, il sera contesté. Pour vous, j'ai toujours pensé que... Où trouvera-t-on un homme idéal qui ferait l'unanimité dans la classe politique congolaise en ce qui concerne la gestion de la CENI? C'est pas un problème d'homme. Parce que l'opposition aussi, vous y êtes aussi dans cette CENI. Oui, c'est pas un problème d'homme. Moi, je crois que c'est un problème d'esprit. Dès le départ, la constitution même de la CENI nous a placés devant un piège. En même temps, nous avons déclaré la CENI comme une institution indépendante, d'appui à la démocratie, mais en même temps, nous y avons largué nos propres lieutenants pour que ces lieutenants jouent à la neutralité. Donc, la CENI porte en elle-même les germes de sa propre contradiction. Alors, qu'est-ce qui prime à la CENI aujourd'hui? Eh bien, ce sont les comportements des individus qui appartiennent à des familles politiques connues. Aussi bien de l'opposition que de la majorité. Tout à fait. Donc tout à fait. les responsabilités sont partagées. Monsieur l'ambassadeur Alain Toundou, les inquiétudes soulevées par l'honorable Franck Diongo en ce qui concerne l'appel d'offres, je n'ai pas beaucoup de notions en ce qui concerne la passation des marchés publics, mais ce que je sache le peu d'informations que j'ai, du moins le financement des élections, par exemple par le gouvernement congolais, la structure habilitée, c'est le BCECO. Mais quand le financement... Non, le BCECO n'est pas habilité. Si ça vient de la communauté internationale, c'est peut-être le PNUD. Ça, c'est un correctif. Le BCECO n'est pas habilité pour la passation des marchés. C'est une agence du gouvernement. D'ailleurs, là, vous démontrez que le gouvernement et la CENI ont fait jonction. BCECO est une agence du gouvernement. Là, vous montrerez que la CENI est l'appendice du gouvernement. C'est la question à l'ambassadeur Alain Toundou, parce que vous lui avez remis le document qui lui répond au nom de et cette analyse est là-bas aussi. Oui. Le caractère illégal... Vous avez un mot par rapport à cette question? Mais bien sûr. D'abord, nous n'avons pas eu le temps de lire et le document de la CENI et la critique, mais je trouve que, de façon phénoménologique comme ça, que l'approche de l'honorable Diongo est fallacieuse et dolosive, destinée plus à s'aimer de la confusion dans l'esprit des gens. Si l'élection, c'est 60 jours, ou l'enrôlement, c'est 60 jours. Si on a tous les matériels. Non. Alors, l'élément important ici, c'est quoi? Ce n'est pas les 60 jours, c'est l'amont. En combien de temps aura-t-on ce matériel? Je vois ici, fourniture des kits d'enrôlement des lecteurs, carte d'électeurs, source d'énergie, etc. C'est en combien de temps? Ça, c'est le document de l'honorable Diongo. Non, le titre... du document de la CENI. Ça, c'est un de deux. Je constate que M. Diongo ne condamne jamais ni l'opposition, ni ceux du Parlement qui ont préféré fuir le pays, provoquer le désordre, plutôt que de travailler ici dans la convivialité républicaine. Et donc, bref, le dialogue est un must. Aujourd'hui, le dialogue est une obligation politique, n'est-ce pas? Et une obligation morale de tout leader qui se veut patriote et nationaliste, démocrate aussi. Le dialogue n'est pas là pour traiter du sort du président Kabila. Il s'agit du sort de notre démocratie et partant du sort de notre pays, du fonctionnement de notre pays. Je répète, en cas de non-élection, il n'y aura pas de vide juridique au sommet de l'État.
parce que l'article 70, dont la ratio légis est d'éviter ce vide, sera d'application automatiquement. Et que le président qui est là devra attendre qu'il y ait, pour remettre les clés de la République, un nouveau président élu à cet effet. Mesdames et messieurs, je suis désolé, on aurait pu continuer. La réalisation me fait pression. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je m'en voudrais, mesdames et messieurs, si je ne vous disais pas très sincèrement merci d'avoir été des millions à nous suivre. Ce merci au nom de l'honorable Franck Diongo, qui se trouve être le président national du mouvement progressiste lumumbiste, député national, élu de Kinshasa et coordonnateur du Front Anti-Dialogue. Merci également au nom du professeur Lapika, secrétaire général de l'ARC, donc opposition également, l'ARC Olivier Kamitatou, professeur merci, honorable merci. Merci également au professeur Noël Botakile, au cadre du PALU, et professeur de droit public à l'Université de Kinshasa, qui y a été d'un grand apport dans cette émission, élu de la circonscription de la Tchangouchi dans la ville, province de Kinshasa. Merci enfin à l'ambassadeur Alain Atundou, lui aussi président national de la Convention pour la démocratie et la République, porte-parole de la majorité présidentielle. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie ce soir, je vous dis très sincèrement merci. Je voudrais aussi dire merci sur ce plateau aux confrères des 5 pays africains qui nous ont contactés pour nous demander si nous avons des ennuis dans notre pays en organisant ce genre de débat démocratique. Je vous rassure, confrères, vous m'avez demandé de ne pas vous citer. Nous le faisons en toute liberté et nous avons en tout cas la confiance aussi bien de la majorité que de l'opposition. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est dire qu'il y a quand même des efforts de démocratisation de l'espace public. Vous voyez l'opposition et la majorité qui se parlent sur ce plateau. C'est une façon de dialoguer. Nous souhaitons qu'il en soit autant dans vos pays. Vous m'avez demandé de ne pas citer vos pays. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Je vais vous inviter de passer devant pour vous saluer. Merci.